Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et c'est une nouvelle émission qui s'ouvre avec vous au 0826 300 300 avec Philippe David, bien entendu. Bonsoir Cécile. Comment ça va Philippe David? Ça va bien, bon. Temps d'hiver, actu un peu triste, mais à part ça, ça va. Voilà, en tout cas, écoutez, ça va très bien. Avec autour de cette table Philippe Bilger qui est avec nous, mon cher Philippe. Ah mais ravi de vous retrouver. D'ailleurs, j'ai l'impression que je vous ai pas perdu de vue depuis longtemps. Mais... Non, d'ailleurs, on va venir habiter chez vous, Philippe. Comme ça, on va gagner du temps. Faites un peu de place. Si tout pouvait se faire chez moi, je serais ravi. Hein. Ouais, la nourriture est-elle bonne? Il y aurait, je pense, au dodu, il y aurait de quoi. Ouais. Et vous, on s'occuperait de l'intellectuel, nous, de ma chère absolument. Cécile. Mais mettez un frigo dans le... Voilà. Dans la chambre de Philippe David. Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir. Bonsoir Cécile. On est ravis de vous retrouver. Si je vais bien, non? J'allais le dire. Bon, très bien. Je trouve que vous semblez bien aller. Je vais bien. Non, je vais bien. Écoutez, c'est bientôt Noël. Je trouve que c'est une période évidemment extraordinaire. Et on rajeunit tous parce qu'on a tous des souvenirs d'enfance de Noël. On pense à nos parents, on pense à nos frères, nos sœurs, nos beaux souvenirs d'enfance. Donc c'est toujours une période que j'adore. Et vous êtes venus les mains vides. Ce que vous voulez. C'est le cœur plein. Contribuables associés, ils n'ont plus rien. Mais c'est lui qui est le cadeau. Hein. Oui, voilà. Vous n'êtes pas huissier de justice, vous pouvez venir avec de l'argent quand même, c'est pas grave. Allez les amis, plus sérieusement, puisque l'actualité est un peu pénible. Au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, 3 jeunes donc retrouvés morts noyés dans un accident de la route à Alès, dans le Gard. Le chauffeur avait 14 ans, du protoxyde d'azote a été retrouvé dans la voiture. Tous étaient connus des services de police. Et on vous pose cette question. Alès, une partie de la jeunesse est-elle hors de contrôle? Vous dites oui à 94%. Vous voulez donner votre avis, on vous attend au 0826 300 300 et moi je dis qu'une certaine jeunesse est totalement hors de contrôle. Que fait un gamin de 14 ans dehors au volant d'une voiture? Que faisaient les parents? Le parquet de Tizi Ouzou en Algérie a requis donc en appel 10 ans de prison pour le journaliste français Christophe Glaise, condamné en première instance à 7 ans de réclusion pour apologie du terrorisme. Verdict avant ce soir. Et on vous pose cette question. 10 ans de prison requis pour Christophe Glaise. Est-ce une vengeance de l'Algérie? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi j'irai même plus loin en disant que Christophe Glaise est désormais le second otage français en Algérie. Le premier s'appelait Bolem Sansal et il vient d'être libéré. Allez, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Le protoxyde d'azote a-t-il fait 3 nouvelles victimes? Sur ces images, on aperçoit la voiture dans laquelle se trouvaient 3 jeunes, tous décédés, âgés de 14, 15 et 19 ans. Ces 3 individus jeunes sont tous les 3 connus pour trafic de stupéfiants. Et deuxième information BFM TV qu'on peut vous donner à l'instant, celui de 15 ans, celui qui était âgé de 15 ans, était en garde à vue ce week-end, précisément pour trafic de stupéfiants. Même si on a retrouvé à bord du véhicule des protoxydes d'azote, on ne peut pas confirmer qu'ils en avaient consommé. Il y a moins d'une semaine, le préfet du Gard avait pourtant pris des mesures restrictives, interdisant aux mineurs de posséder ou de consommer ce gaz dont l'usage détourné demeure éminemment dangereux. Les vraies voix Sud Radio. Et donc une partie de la jeunesse est-elle hors de contrôle? À vous de nous le dire, hein, 0826 300 300. Le bilan est très très lourd, Philippe Bilger. Je rappelle, c'est un chauffeur de 14 ans, un jeune homme de 15 ans et un autre de 19 ans retrouvés donc noyés dans cette voiture. Alors je ne dirais pas qu'une partie de la jeunesse est hors de contrôle, mais il est clair qu'un certain nombre de mineurs sont hors de contrôle, ne connaissent plus de limites, transgresse la loi. Et je rejoins, et pardon pour la banalité du propos, il est évident que derrière il y a des parents ou laxistes ou indifférents ou irresponsables. Il est inimaginable qu'on laisse de plus en plus des mineurs de cet âge-là soumis à des produits qui accentuent leur dangerosité conduire, mais on a beau le déplorer, ça ne suffit pas. Et ce que je crains, c'est que notre société nous entraîne, faute de fermeté, vers des comportements de plus en plus dangereux sur ce plan. Alors je rectifie, c'est pour ça qu'on a fait la question une partie de la jeunesse. Hein. Oui, on n'a pas mis l'entièreté. Il y a des jeunes gens. Oui, c'est ça.
Bon, bah, c'est sûr que déjà, ce sont des mineurs, donc on peut évidemment s'interroger sur la responsabilité des parents. Mais au-delà de ça, moi, je m'interroge toujours sur un certain nombre de responsables politiques ou de personnalités qui rigolent toujours d'un certain nombre de pratiques qui consistent effectivement à consommer des substances un peu curieuses ou à inhaler des gaz qui sont censés être inoffensifs. Donc là, on parle du protoxyde d'azote qui peut sembler inoffensif, mais qui comporte des risques. Euphorie, tête qui part à volo, engourdissement des membres, vertige, enfin je veux dire il y a quand même des conséquences vraiment directes. Alors c'est vrai que je vais passer un peu de la vulgarité, mais pour le vieux con de service, mais ça ne m'a jamais fait rire en fait. Et en fait, je crois que effectivement, une partie de la jeunesse, au-delà du fait que effectivement, elle ne respecte plus rien. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un manque d'information. On prend toujours ces sujets à la rigolade dans pas mal de médias, et peut-être même malheureusement dans certaines familles. Peut-être pas à la rigolade, peut-être à la légère. Ouais, à la légère. Vous avez raison. À la légère, exactement. C'est le bon terme. Et en fait, on oublie en fait très concrètement qu'il peut y avoir des drames suite à la consommation de ce genre de substances. C'était il y a 3 semaines à Lille. Matisse, jeune homme, étudiant, brillant, sans le moindre antécédent judiciaire, traverse une rue en revenant d'une fête. On a le droit de faire la fête quand on est étudiant. On a le droit de rentrer de fête à 4 ou 5 heures du matin. Et projeté contre un arbre par un chauffard, voyou multirécidiviste, et il décède. Il avait 19 ans. 19 ans. Et ce qui est fou, et c'est terrible d'ailleurs, c'est que je me suis dit, tiens Matisse, le protoxyde d'azote, 3 semaines c'est oublié. Là, rebelote. Alors, quand est-ce qu'on va se décider à contrôler un peu les gens dans les voitures? Mais il y a quand même une autre question qui se pose. Je vous laisse imaginer les gendarmes ou les policiers d'Alès contrôlent ces jeunes. Est-ce que vous croyez qu'ils se seraient arrêtés? Probablement non. Surtout sous l'effet d'un gaz excitant et hilarant. D'accord? Et là, imaginons que les policiers les aient pris en chasse et que l'accident ait eu lieu. Qu'est-ce qu'on aurait dit? La police tue, oui ou non? Tout le monde aurait dit la police tue. Catastrophe. Et donc, non mais c'est une réalité plausible. Et imaginons que plutôt que de tomber dans la piscine, parce que quand on a 14 ans, on ne sait pas conduire, parce qu'on n'a pas pris de leçon d'auto-école, on n'est pas propriétaire du véhicule, ils aient tué des gens qui arrivaient en face. Alors, il faut quand même se poser les questions. Certains mineurs sont hors de contrôle. Hors de contrôle, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune autorité de l'État. Un gamin qui était en garde à vue le week-end dernier pour trafic de stupes, que fait-il libre quelques jours après? Je pose la question. Être libre, c'est du laxisme, et c'est le laxisme de la justice qui l'a tué. Oui, mais c'est aussi la faute des parents. Moi, je veux bien, mais des parents c'est pas que la faute de l'État, c'est aussi la faute des parents. Et des parents, c'est un cocktail explosif. Voilà. La faute des parents? Ah bah c'est la faute des parents, en partie. Enfin, je veux dire en partie. Je veux dire quand il y a les mineurs n'ont rien à faire en voiture. Leur éducation, exactement. Enfin, je veux dire, moi je veux bien que on fasse des bêtises quand on est jeune, mais enfin bon, il y a des limites à la bêtise. Là, c'est vraiment une. Enfin, ils ont dépassé toutes les bornes. C'est intéressant de connaître le parcours de ces jeunes gens. Alors, ils ont tous connu des services de police. Ils sont connus des services de police, mais on ne sait pas s'ils ont pris du stupéfiant, s'ils en ont vendu. Enfin voilà, on ne va pas extrapoler non plus sur ça. Mais quelle est la solution aujourd'hui? C'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Parce qu'on constate, on passe son temps à constater, mais c'est quoi aujourd'hui? Demain, il se passe quoi, Philippe? Il faudrait rêver d'un système où d'abord les mineurs seraient sanctionnés très lourdement, mineurs ou majeurs, non, lorsqu'on agit comme ça, il n'y a pas de doute, et d'autre part où les parents ne recevraient pas des cours de citoyenneté, mais seraient engueulés vertement, pour ne pas dire sanctionnés par de très lourdes amendes ou des sanctions pour leur irresponsabilité. Il faut faire de ce bloc humain une responsabilité collective. Sinon, si on se contente de sanctionner les mineurs sans admonester gravement les parents, c'est comme si on crachait dans la soupe. J'allais dire Loïc, pas du tout. Benoît, pardon. Excusez-moi, qu'est-ce que je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous savez quoi, je vous le dirai demain. Bonjour, comme ça. Voilà. Allez, vous restez avec nous au 0826 300 300. Est-ce que vous estimez qu'une partie de la jeunesse aujourd'hui est hors de contrôle? Eh bien, vous dites. Pardon, oui. Allez-y. Vous dites oui pour le moment à 96% maintenant. Et Pierre Meurin sera avec nous dans quelques instants, député RN de la 4e circonscription du Gard. Peut-être qu'il aura des informations un peu plus fournies à nous donner dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h30 avec nos vraies voix et 20h.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on revient sur cette information. 3 jeunes âgés de 14, 15, 19 ans sont morts noyés dans leur véhicule à Alès, dans le Gard. C'est un jeune de 14 ans qui était au volant. Ils ont retrouvé du protoxyde d'azote et on vient d'apprendre qu'ils avaient retrouvé également dans le véhicule de l'alcool et du cannabis. Voilà, 0826 300 300 si vous voulez témoigner, vous êtes le bienvenu. Et Pierre Meurin est avec nous. Bonsoir monsieur le député, vous êtes député RN de la 4e circonscription du Gard. Est-ce que vous avez des informations à nous apporter que nous n'aurions pas déjà ? Écoutez, en tant que tel, non. Moi, je suis en contact avec le commissariat d'Alès où j'ai quelques informations, mais tout ça appartient à l'enquête. Mais en gros, les informations qui sont dans les médias sont déjà suffisamment circonstanciées pour un commentaire, puisque ce drame coche en fait toutes les cases de la nouvelle grande délinquance routière. Vous avez 2 mineurs et un jeune majeur, un conducteur de 14 ans donc sans permis, qui a consommé probablement le triptyque gagnant protoxyde d'azote, alcool, drogue. Ça dit beaucoup en fait des nouveaux comportements, notamment chez la jeunesse, et une forme de radicalité dans les comportements à risque qui sont assez largement alimentés par les réseaux sociaux, les nouveaux défis que se font les jeunes avec Snapchat, TikTok, etc. Donc il y a à mon avis une vraie prise de conscience à avoir, puisque dans ce drame vous avez aussi évidemment des familles derrière pour lesquelles j'ai évidemment une pensée. Même si on est un délinquant, personne ne doit mourir si jeune. Et j'ai aussi évidemment une pensée pour les propriétaires de la maison qui ont dû probablement être très choqués par le ce boulanger, drame. Ouais. Philippe Bilja. Monsieur le député, face à cette tragédie qui met en cause évidemment d'abord des mineurs et éventuellement les parents qui les ont mal éduqués, comment verriez-vous la création d'un dispositif qui pourrait régir cette double situation ? Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête par la création d'un nouveau dispositif. C'est un nouveau dispositif d'encadrement des mineurs ? Parce que on ne peut pas se contenter de confier évidemment cette délinquance-là à des juges des enfants à partir du moment où on a la certitude qu'il y a une responsabilité fondamentale des parents qui ne les ont pas éduqués, au moins. Je vous mettrai un joker sur cette question, parce que en réalité cette question appelle aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu d'intervenir dans l'éducation des parents, des enfants par leurs parents? C'est un sujet qui est colossal, qui touche évidemment aux libertés publiques, et moi je vois toujours d'un œil très méfiant l'intervention de l'État dans l'éducation des enfants. C'est pas parce que vous avez en effet des jeunes délinquants dont les parents sont effectivement responsables d'un déficit d'éducation qui conduit à ces drames qu'il faut créer l'opportunité pour l'État de s'ingérer dans l'éducation des parents qui sont tout à fait responsables pour des motifs fallacieux. Donc si vous voulez, ce sujet est complexe, mais en réalité sur un sujet comme celui-ci, on pourrait déjà dans un premier temps s'intéresser à la mutation de la délinquance routière. En l'occurrence, de la délinquance routière. Vous avez en effet des chiffres qui sont assez alarmants, puisque la drogue et le protoxyde d'azote sont des motifs de mortalité routière qui sont en train de rattraper l'alcoolémie et les grands excès de vitesse. La drogue aujourd'hui, c'est 700 morts par an, soit un tiers sur les 3000 morts par an.
Et le protoxyde d'azote est en explosion exponentielle. Moi, j'ai regardé, si vous voulez, sur Internet tout à l'heure, je peux acheter à 80 € en vente libre une bouteille de 2 litres de protoxyde d'azote. Donc il y a un vrai sujet, en tout cas, sur de répression pénale dans ce cadre-là, si vous voulez. Il faut qu'on interdise la vente de protoxyde d'azote. A priori, ça rentrera en vigueur en 2026. Moi, je m'étais intéressé au sujet, parce que je suis aussi président du groupe d'études sur la sécurité routière, mais les solutions, elles existent. Mais vous avez raison, si vous voulez, il y aura toujours un marché noir, ça existera toujours. Ça réglera pas le problème du comportement d'une certaine jeunesse et en effet d'un déficit d'éducation par un certain nombre de parents qui nuisent en réalité à l'ordre public tout entier et à la tranquillité publique. Oui, petite question, mais réponse très courte de Benoît Perrin. Monsieur le député, est-ce que les sujets justement de protoxyde d'azote, vous en parlez avec vos collègues? C'est-à-dire qu'est-ce que les autres députés voient aussi dans leur circonscription des consommations assez importantes d'une certaine jeunesse de ce type de produit? Ou alors c'est finalement encore assez isolé? Votre question est très intéressante et je vais vous 30 donner... 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Moi, comme je préside le groupe d'études de la sécurité routière, j'ai déjà 4 collègues qui m'ont demandé, en tant que président du groupe d'études sécurité routière, d'auditionner des familles de leur circonscription qui ont été confrontées à des drames routiers, à des morts ou à des blessés graves liés à la consommation de protoxyde d'azote. Vraiment, en 15 secondes, je vous dis, vous avez un nouveau phénomène de société qui est gravissime et qui touche un nombre de familles de victimes incalculables, et là pour le coup vous avez des vies qui peuvent pas se relever. Donc vraiment moi je tire la sonnette d'alarme et je vous remercie de m'avoir invité pour le faire. Merci beaucoup monsieur le député Pierre Meurin, du député RN de la 4e circonscription du Gard. Merci beaucoup. Tout de suite merci, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio, on n'y croit pas. Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dépose plainte contre le jeu de société Antifa Fashorama. Oui, alors là, on pensait vraiment avoir tout vu, Cécile, mais visiblement non, comme d'habitude. Imaginez un jeu des 7 familles qui finit par déclencher une plainte du ministère de l'Intérieur. Ça s'appelle Fashorama, vous l'avez dit, et c'est signé par la maison d'édition Libertalia et le collectif antifasciste La Horde. Et dedans, on retrouve une carte intitulée, notamment parmi beaucoup d'autres, flics racistes de la BAC, avec tout un inventaire de caricatures, et vraiment j'en passe, il y en a vraiment de très nombreuses. Bref, on a là un jeu de société qui tourne au dossier d'État, et on ne l'avait pas vu venir, mais moi j'ai envie de dire, on n'y croit pas. Michel Coriot, vous êtes délégué national Police Alliance. Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Quand vous entendez ça, une carte, flic raciste de la BAC, qu'est-ce que ça vous provoque? C'est une provocation, littéralement. C'est même comment vous caractérisez ça? Écoutez, je vais y aller sans détour. Cette carte, elle me donne envie de vomir, je crois, comme de nombreux de mes collègues. Je crois que pour Fashorama, il faut dire les choses comme elles le sont. Ce n'est absolument pas un jeu, c'est un truc militant, monté de toutes pièces pour se payer la tête des policiers, pour les humilier et faire passer tout ça pour de l'humour. Ils prennent les pires caricatures, les pires clichés abjects, ils les grossissent, ils mettent tout ça sur des cartes et ensuite ils expliquent que c'est drôle. Non, en fait, c'est pas drôle du tout et c'est juste une manière de nous salir une énième fois et c'est juste une manière de véhiculer et surtout renforcer la haine anti-flic à laquelle nous faisons face tous les jours et ça c'est évidemment inacceptable. Merci beaucoup Michel Coriot, en tout cas d'avoir témoigné, délégué national Police Alliance. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe David. On va partir à Strasbourg où le candidat LFI au municipal propose que l'entrée au marché de Noël soit payante. Benoît Perrin. On va partir à l'Assemblée nationale et parler du 49.3. Philippe Bilger. La normalisation du RN continue. Allez, merci et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. C'est peut-être l'occasion de relancer notre petit jeu parce que vous n'êtes, vous l'avez peut-être pas entendu. Ah oui, bien sûr. Le sapin de Noël Sud Radio.
Puisque cette année, le Père Noël a déjà déposé ses cadeaux au pied du sapin Sud Radio, et ben on est allé chercher le cadeau et on va aller le rechercher parce que voilà, on l'avait redéposé sous le sapin. Et que nous dit ce peu joli cadeau? Il nous parle d'un air fryer crispy de la marque Ninja. Air fryer Ninja crispy, cuisine sainement pour toute la famille avec sa conception en verre. Cuisinez et surveillez vos cuissons en un clin d'œil tout en limitant la vaisselle grâce au récipient empilable. Alors voilà, vous allez envoyer un message par SMS, vous écrivez sapin, S-A-P-I-N, et ce SMS vous l'envoyez au 7 20 18, 7 20 18, et ce sera peut-être vous qui serez l'heureux destinataire. Décidément aujourd'hui. Pas le droit de jouer, hein. Non. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, le regagnant qui pourra, ou gagnante, que vous pourrez bien entendu être à l'antenne et on vous félicitera en direct. Allez, restez avec nous tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Philippe Bilger, vous m'indignez. Vous voulez que je vous éclate? On ne résout pas les problèmes par la violence. Mais vous êtes un trouillard. Philippe Bilger est au taquet. Ce ne sont pas des cons, ce sont des délirants, c'est beaucoup plus grave. Le tour de table De l'actualité. Benoît Perrin, Bruno Retailleau a appelé Sébastien Lecornu à assumer le recours au 49.3. Alors oui, Sébastien Lecornu avait pensé trouver la potion magique pour justement ne pas être renversé. Et la potion magique, c'était céder aux revendications du Parti Socialiste. C'est-à-dire, 1, lui accorder la suspension de la réforme des retraites, 2, augmenter certains impôts, et 3, surtout, ne pas passer en force, c'est-à-dire ne pas utiliser le 49.3. Seulement homme de raison, il pensait ses interlocuteurs raisonnables. Mais c'était, sans compter, l'appétit insatiable des socialistes qui se savent au centre du jeu et qui réclament encore davantage. Et par la voix de Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, puis par le Premier ministre Sébastien Lecornu cet après-midi, nous apprenons que le gouvernement veut rester sur sa parole donnée, la parole donnée au Parti Socialiste. Maud Bréjon répondait à Bruno Retailleau, qui ce matin sur l'antenne de Sud Radio appelait Sébastien Lecornu à utiliser le 49.3 de la Constitution qui, comme vous le savez, permet l'adoption du budget si aucune motion de censure n'est votée. Alors ce budget ne convient à personne, trop d'impôts pour certains, pas assez pour d'autres, pas assez d'économies pour certains, pas assez d'économies, trop d'économies pour d'autres. Bref, le budget personne ne veut l'assumer. Et pourtant, le problème de Sébastien Lecornu, c'est justement qu'il ne peut plus se défausser, alors même que cette solution, la solution du 49.3, ne comporte en fait uniquement des avantages pour lui. Parce que ça permet au Parti Socialiste, au LR, au Bloc Central, de ne pas voter le budget, donc de rester propre devant leurs électeurs, tout en jouant la carte de la responsabilité. Sébastien Lecornu aurait dû méditer cette phrase attribuée à Charles Péguy. Il a les mains propres, pures, mais il n'a pas de mains. Malheureusement, trop occupé à négocier avec le Parti Socialiste, probablement que le temps lui a manqué. Philippe David. Oui, allez-y, Philippe David. Beaucoup servi, les mains. C'est Jean-Paul Sartre qui disait la même à l'égard de Camus. Mais je trouve que c'est très juste. Il s'est enfermé, Sébastien Lecornu, derrière une prétendue tolérance, mais qui fait le jeu finalement de tous ceux qui ne l'aiment pas. Non, mais moi je suis convaincu d'une chose, c'est que le budget va passer via les ordonnances. À mon avis. Première fois de la c'est jamais arrivé. De la 5e République, ça arrive. Alors, excusez-moi, cher ami, mais alors le 47.1, on y a eu droit pour la première fois, je crois, de la 5e République au mois de septembre dernier avec François Bayrou. Donc, comme on est dans une période de grande innovation, on essaye d'utiliser tous les artifices de la Constitution de 58 qui n'ont pas été utilisés depuis. On va y aller à fond. Sauf, mais là, c'est vraiment de l'hypothèse que en douce, en sous-main, le Premier ministre obtienne l'aval du PS qu'il ne censurerait pas, auquel cas il pourrait sauver sa peau. Mais pour moi, ce budget, je rappelle qu'on est le 3 décembre, qu'il faut qu'il soit fini d'ici le 31, je pense qu'on est d'accord. C'est très mal parti pour que ce soit terminé d'ici le 31, donc pour moi, l'affaire va se solder par ordonnance. Je peux me tromper, mais je le vois comme ça. Voilà, et en tout cas, l'information vient de tomber. Le Monde annonce en Algérie, le journaliste français Christophe Glaise voit sa peine de 7 ans de prison confirmée en appel. On en parlera bien sûr dans notre deuxième débat. Si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Philippe David.
Direction Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est bien connu, la capitale de l'Alsace, ville magnifique, et où il y a un des marchés de Noël les plus connus de France et même d'Europe, un marché de Noël magnifique. Et il y a le candidat LFI au municipal, Florian Cobrine, qui a fait une proposition que le marché de Noël soit payant les week-ends au prix de 10 € par personne pour les non-résidents de la métropole de Strasbourg. Alors, je tiens quand même à dire une chose, un marché de Noël, quand on vient déjà pour dépenser de l'argent, c'est quand même pas, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Je pense qu'une famille avec 3 enfants à qui vous allez dire, pour rentrer sur le marché de Noël, parce que vous venez de Mulhouse ou de Colmar, ou de Metz, je sais pas, ou même des Allemands, ça va vous coûter 50 € pour rentrer, pour aller manger 3 crêpes et 2 gaufres. Je pense que ça augmente drastiquement le prix de la crêpe et de la gaufre, et que ça va dissuader beaucoup de gens d'y aller. Premier point, trop d'impôts tue l'impôt, vous connaissez la formule. Mais surtout, les commerçants qui payent très cher les stands, parce que les stands, c'est pas gratuit sur les marchés de Noël, c'est très cher, ils vont perdre de la clientèle. Donc je trouve que c'est une proposition totalement aberrante. Pour moi, le marché de Noël, c'est fait pour tout le monde. Alors, le but, c'est de financer des places d'hébergement d'urgence. Mais désolé, on finance pas des places d'hébergement d'urgence en taxant un marché de Noël qui est un événement festif, et ça pénalisera les commerçants, ça pénalisera la fréquentation, ça pénalisera tout. C'est une mesure aberrante. C'est une discrimination. Et de la part de quelqu'un qui, en général, n'est pas pour l'exclusion des gens qui viennent de l'extérieur. C'est assez comique. Benoît Perrin. Je crois qu'ils ont prévu des conditions, de la gratuité pour les moins de 18 ans, des billets sous conditions de ressources. Enfin, de toute façon, c'est absolument c'est une telle usine à gaz. Parce que vraiment, comment est-ce qu'on va vérifier que la personne n'habite pas l'agglomération? Si elle a déménagé mais qu'elle n'a pas changé son passeport, elle va dire moi j'habite encore là, alors qu'elle habite peut-être à 50 km. C'est n'importe quoi. On appelle ça une usine à gaz. Une usine à gaz, c'est ça. Voilà. Philippe Bilger, vous vouliez revenir sur... Oui, je vais traiter très rapidement, ma chère Cécile, 2 sujets. Le premier, le RN manifestement a continué sa normalisation, peut-être l'a-t-il terminé, en se séparant de David Rachlin, qui, à cause des enquêtes et des informations qui accablaient celui-ci, et d'autre part la relation que celui-ci avait gardée avec Frédéric Chatillon, qui était la bête noire de tous ceux qui considéraient que le RN était encore avec des tréfonds fascistes, notamment Éric Dupond-Moretti n'avait que cet argument à la bouche. Donc c'est réglé du côté de Frédéric Chatillon. Deuxième élément, il y a eu l'excellent entretien ce matin de Jean-François Aquili avec Bruno Retailleau, et Bruno Retailleau a mis en cause la jeunesse de Jordan Bardella. Il a raison, parce qu'au fond, parce qu'Emmanuel Macron est devenu président très jeune, je ne crois pas que tout le monde puisse, au prétexte qu'il est jeune, obtenir les mêmes suffrages et avoir la même gloire, peut-être temporaire. Donc ça n'est pas faux ce qu'a dit Bruno Retailleau sur ce plan-là. Enfin, quand on voit les résultats d'un président de 39 ans bardé de diplômes, ça fait un peu peur pour un éventuel président de 31 ans qui a juste le bac qui ne vaut plus rien aujourd'hui, soit dit en passant. Mais c'est pas le diplôme qui fait la valeur d'une personne. Ronald Reagan, qui a été un des plus grands présidents américains, avait 0 diplôme. Il avait commencé barman avant de finir acteur de série B, puis gouverneur de Californie. Mais il s'entourait bien. Ah mais il s'entourait très bien. Ça, c'est quand même la principale qualité d'un politique, c'est de savoir s'entourer. Mais les propos de Retailleau, je pense, risquent de jouer énormément au moment où les gens seront dans l'isoloir. Ça, c'est mon avis. Ce qui est incroyable, c'est que la vie politique, évidemment, elle est passionnante. C'est-à-dire, qui nous aurait dit il y a 5 ans que le parti le plus infréquentable, ce serait LFI, et que finalement, il y aurait des passerelles qui pourraient se faire avec le Rassemblement national. C'est incroyable. La situation est incroyable, et on voit quand même la limite de la stratégie de LFI qui s'est complètement marginalisée. Et on voit certains responsables de droite de la droite républicaine qui n'auraient jamais, ne serait-ce que parlé à des responsables du Rassemblement national en public, et là maintenant qui appellent quasiment à faire barrage à tout le monde.
aujourd'hui. Wauquiez, exactement. Wauquiez, Wauquiez oui. aujourd'hui, qui dit exactement notre seul adversaire pour les municipales, ce sera LFI. Enfin, c'est absolument incroyable. Et est-ce que ça ne va pas créer des dissensions, Philippe, du côté de la droite? C'est-à-dire qu'entre ceux qui pourraient effectivement adhérer à des droites communes, pourraient, comme Xavier Bertrand par exemple. Vous avez raison, Cécile. Il y a à droite déjà, il y a la controverse sérieuse entre l'union des droites ou pas l'union des droites. Xavier Bertrand, que vous évoquez, a écrit un livre excellent, mais où il est manifestement obsédé par la haine à l'encontre du Rassemblement national. Et puis vous avez au sein de la droite elle-même l'hostilité qui pourrait être comique si elle ne détruisait pas la droite de Laurent Wauquiez à l'égard de Bruno Retailleau. Vous avez raison, il y a un certain nombre de nids et de nœuds de conflits qui peuvent détruire ce que la droite pourrait avoir d'espérance pour 2027. Ah, moi, la question qui se pose, c'est ceux qui disent aujourd'hui, comme Wauquiez, qui sont prêts à s'allier pour empêcher une victoire de LFI aux municipales suivantes. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ne rejoignent pas Ciotti dans ces cas-là? Ça mérite, parce qu'ils ont tapé à bras raccourcis sur Ciotti quand il est allé au clash au moment des législatives de 2024. Il y a quand même un léger problème de cohérence. Oui, c'est ce qu'ils ont reproché à la gauche. Voilà. Je vous rappelle quand même au PS, l'alliance avec LFI. Et surtout, Ils n'êtes pas d'accord avec le RN. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord là-dessus. Mais en revanche, il faut être franc, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, je pense, sont pratiquement les deux derniers dans cette position chez mais LR. pourquoi ils sont les deux derniers? C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas intérêt. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la position du député. Malheureusement lambda, il regarde ses circonscriptions et il dit, en gros, est-ce que j'ai intérêt à m'allier ou pas? Il n'a pas intérêt, Madame Pécresse non plus, vu les scores du Rassemblement national en Ile-de-France. Donc en fait, je pense qu'au-delà des convictions, malheureusement, ça va aussi se jouer sur des sujets tactiques en disant, ai-je intérêt ou non à faire alliance? Allez, vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, après les fusillades mortelles à Washington, les États-Unis suspendent les demandes de visa de 19 pays. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, 0826 300 300. C'est Aude qui vous attend. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et vous connaissez ce numéro, le 0826 300 300, avec Aude qui est au standard. Elle sera ravie de vous accueillir, bien entendu, si vous voulez partager avec nos vraies voix du jour, Benoît Perrin, Philippe Bilger et Philippe David. Et tout de suite, l'info en plus. Les États-Unis suspendent les demandes d'immigration en provenance de 19 pays. L'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie. Somalia, which is barely a country, I don't want them in our country. Their country is no good for a reason. Their country stinks. La secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis voudrait porter le nombre de ces pays de 19 à plus de 30. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Washington a annoncé la suspension de toutes les demandes d'immigration en provenance de 19 pays. Les demandes de carte verte ou de citoyenneté sont également suspendues, Philippe David. Oui, alors, moi, je ne serais pas aussi radical que Trump. Je vais vous dire une chose, je vais prendre un pays dont on parle beaucoup, l'Afghanistan, où il y a quand même de gros problèmes, notamment avec les Afghans qui arrivent dans certains pays, parce que le choc culturel, les droits des femmes en Afghanistan, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas tout à fait la France. Moi, les femmes afghanes, je suis prête à les accueillir. Vu l'enfer qu'elles vivent, moi, les femmes afghanes, je suis prêt à les accueillir. Malheureusement, je vous prends un exemple, la France n'a pas accueilli certains interprètes qui avaient agi pour l'armée française quand elle était dans la coalition internationale. Ce qui est, à mon avis, une honte totale. Pour moi, bloquer totalement sur un pays, ça me paraît aberrant, parce que si vous avez des gens bien dans les pays qui luttent contre les islamistes et qui sont menacés de mort, oui, eux ou elles, on doit les accueillir. Mais là, faire pays comme ça, blackout, ça me paraît quand même aller un peu loin. Alors les 12 pays sous interdiction totale d'immigration sont l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen, Philippe Bilger. C'est sûr,
La solution qu'invoque Philippe serait nuancée, plus complexe, mais peut-être serait-elle moins efficace. Il y a une sorte de brutalité sommaire dans les coups de force de Trump et les changements d'orientation assez fréquents qui peut désorienter, qui peut laisser douter parfois de sa stabilité émotionnelle, mais ça peut être très efficace pour la politique d'un pays. Est-ce que c'est une manière, Benoît Perrin, de repositionner les États-Unis et en maître du monde, c'est-à-dire que qui rentre pas, enfin on fait un tri et on sauve les populations, et ça peut être pour les, en tout cas pas pour les démocrates, mais pour les républicains, de se dire on est un pays beaucoup plus safe. En tout cas, c'est un moyen de souder en tout cas son électorat, parce que son électorat, on sait très bien, est très sensible à ces sujets-là. Son électorat a peur, et souvent légitimement peur. Je vais faire un petit pas de côté en me disant quand même, je suis quand même assez étonné que ces décisions, en fait, au moins au niveau français, en fait, justement, soient prises uniquement sur les courts séjours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai découvert qu'en fait, la gestion des courts séjours, donc vous savez, des visas qui sont délivrés pour moins de 90 jours, c'est réglé au niveau de chaque pays européen. En revanche, pour les autres visas, effectivement, c'est une politique de la Commission, enfin de l'Union européenne, enfin de Schengen en l'occurrence. Et donc du coup, j'avoue que ça m'a un peu gêné, parce que je m'attendais quand même à ce que la France ait en quelque sorte les mêmes armes que les Américains. Et en fait, j'ai découvert un peu avec stupeur qu'en fait pas du tout. C'est une arme qu'on a encore, malheureusement, me semble-t-il, donnée à des instances supranationales. Mais là où vous avez raison, Cécile, on n'a jamais connu les États-Unis plus maîtres du monde qu'ils ne le sont aujourd'hui, au point même que les menaces d'intervention de Trump sur certains pays, ça change radicalement l'état du pays. C'est hallucinant. Merci messieurs, tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. En tout cas, vous êtes aujourd'hui ministre des Sports. Dominique de Roussillon qui est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue monsieur le ministre. Où est ce ministère? Dominique, monsieur le ministre. Oui. Oh, je vous écoute. J'attends votre proposition. C'est pas l'inaction. Non. Dominique, est-ce que vous êtes avec nous? Je crois qu'il y a un petit problème. Il est parti. Il y a un problème de ligne, ça a sauté. Peut-être un problème de ligne. Il a raccroché. Il a raccroché. Mais il veut pas. Il démissionne. Il s'est dit, la charge est beaucoup trop forte pour moi. Il n'est pas question. Bon, il nous rappellera peut-être. Il était peut-être dans une cabine. On essaye de le rappeler. C'est en train de le rappeler. Vous qui aimez le sport, Philippe, vous feriez quoi si vous étiez ministre? Il y a tellement de choses à faire. Pour la première. Voilà, on a retrouvé Dominique. Dominique. On pensait que vous aviez lâché la charge. Non, c'est la porte du vestiaire qui s'est fermée, le téléphone passait plus. Et donc, quelle serait votre première proposition? Dominique? Allô? Non, mais c'est une blague. Dominique, on vous entend. Vous êtes où? Mais je ne sais pas où vous êtes. Vous savez quoi? En fait, vous êtes le ministre le plus discret du monde. Et ça, Dominique, c'est bien. vous nous entendez ou pas? Dominique? Non, là, on l'entendra plus du tout parce qu'on a coupé il y a un problème de réseau, là, oui. Donc, vous disiez, Philippe. Ministre des Sports, déjà, j'essaierai de développer le sport à l'école parce que, qu'on le veuille ou non, la France a des bons résultats aux Jeux Olympiques. Par exemple, mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ça dans pas mal de sports, soit dit en passant. Le problème, c'est que ça demande des moyens. Et je reverrai également une chose qui va peut-être surprendre ou faire hurler. Je pense qu'il faudrait donner de la compétitivité au grand sport en France en permettant des investissements moins taxés et de moins taxer les salaires des grands sportifs. Alors là, ça va faire hurler certains. Oh là. Et non, parce que si vous faites venir des stars, si vous les taxez moins, elles iront peut-être pas jouer en Espagne, ou en Angleterre, ou en Allemagne, ou en Italie, et elles paieront beaucoup d'impôts ici. Parce que trop d'impôts tue l'impôt. Donc je reverrai la fiscalité, notamment pour les clubs de foot et de rugby. Alors au rugby, on est vraiment très bon pour nos clubs. Allez, on laisse la parole. Moi, je ferais comme pour la culture, j'irriguerais vraiment la province, je donnerais des moyens pour que ça se développe au plan local et régional. Évidemment, j'en profite pour saluer tous les bénévoles qui s'occupent des deux clubs. Je prendrais l'argent des clubs qui seraient amenés par ces joueurs pour le sport amateur. Allez, Benoît Perrin. Moi, je jouerais vraiment sur la psychologie. J'ai rencontré
récemment un champion de tennis que je ne nommerai pas, qui me disait qu'en gros, la raison pour laquelle en gros les Français n'arrivaient pas à dépasser un certain stade et notamment à terminer sur des podiums, c'est le manque de niaque. Et en fait, je pense que effectivement, s'il y avait des cours à donner, ça serait plutôt des cours de niaque à nos sportifs français pour leur dire qu'en gros ils sont pas arrivés et que tous les grands champions ont fait des efforts colossaux et s'ils ont occupé la première place du podium, c'est pas un hasard et donc faut pas se contenter de leur statut, il faut absolument avoir dans la tête qu'il faut se passer son temps, c'est-à-dire à se dépasser. Il faudrait les donner aux politiques aussi. Donc ça veut dire que demain j'ai cours de niaque. C'est ça que vous voulez dire. Très bien, c'est bien comme ça. Vous êtes mordante. Je l'indique dans mon agenda. Soyez les bienvenus en tout cas 0826 300 300. Dans un instant le coup de gueule de Philippe David. En entendant les propos tenus par Marine Tondelier hier devant la commission d'enquête sur les liens entre les partis politiques et les réseaux islamistes, je me demande si dans quelques temps, on ne va pas se poser la question de savoir si les islamistes ne sont pas dans le camp républicain. Vous avez mis une chemise verte ? Ah oui, en honneur ? Non, pas du tout. Non. Okay. C'était avant de choisir mon coup de gueule. Ah d'accord. Allez, soyez les bienvenus dans un instant, Philippe. Et tout de suite, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Noisat, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, on va parler de nos impôts, sujet vaste, et de l'argent magique, sujet pas moins vaste d'ailleurs, une expression qui est apparue dans les médias lors de la crise du Covid. Pierre, pourquoi faudrait-il payer des impôts si l'État peut créer de la monnaie à sa guise ? En tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu pendant des années. Oui Thomas, le concept d'argent magique est utilisé pour décrire des théories économiques comme la théorie monétaire moderne, TMM, qui postule que les États souverains peuvent créer de la monnaie sans limite pour financer leurs dépenses. Mais pourquoi est-ce magique du coup ? Parce que la création monétaire des euros ou des dollars se fait ex nihilo par un simple jeu d'écriture comptable dans le bilan d'une banque. D'un côté, à l'actif, la banque écrit que l'État lui doit, disons, 100 millions, et simultanément, elle écrit à son passif qu'elle doit 100 millions supplémentaires à l'État. Concrètement, pour débloquer ce crédit, donc, la banque augmente simplement le solde du compte de l'État de 100 millions. Car le solde de votre compte bancaire est juste le reflet de ce que la banque vous doit. Donc c'est magique parce que c'est illimité, instantané et sans contrepartie réelle du coup. Oui, il y a une contrepartie fournie par l'emprunteur sous forme de sa promesse de remboursement du prêt. Mais quand l'emprunteur est l'État, il bénéficie d'un a priori favorable par sa capacité à collecter des impôts et taxes. Les agences de notation forment cependant un garde-fou, car si l'État dépense trop en regard de ses recettes fiscales, elles peuvent dégrader la note. Cela pose quand même toutefois une question cruciale. Si l'argent est magique, pourquoi prélever des impôts du coup ? Oui, dans le cadre traditionnel, les impôts sont vus comme le principal moyen de financer les dépenses publiques. Ils assurent une redistribution des richesses et maintiennent l'équilibre budgétaire. Cependant, selon les partisans de l'argent magique, les impôts serviraient aussi à contrôler l'inflation. En retirant de la monnaie en circulation, ils empêchent une surchauffe économique. Ensuite, ils légitiment la monnaie étatique en obligeant les citoyens à l'utiliser pour payer leurs taxes. Donc l'argent magique a besoin des impôts du coup ? Oui, disons que les impôts confortent le système de l'argent magique, mais avec des arguments plutôt douteux. Prélever des impôts pour freiner l'inflation est discutable, car les deux phénomènes, les impôts et l'inflation, réduisent le pouvoir d'achat. C'est un peu comme soigner la peste avec le choléra. Or, il ne s'agit pas de tuer le citoyen qui travaille, mais de lui laisser les moyens de vivre. Rappelons qu'en France, l'impôt sur le revenu, la TVA et les cotisations sociales représentent plus de 45% du PIB, l'un des taux les plus élevés au monde. Du coup, les impôts se justifient quand même par leur effet de redistribution ou pas ? Certes Thomas, mais le concept de redistribution est essentiellement collectiviste. Dans la liberté économique, la création de richesse est maximisée et chacun reçoit en fonction de sa contribution à la richesse collective. Partout dans le monde, plus il y a de liberté économique, plus le PIB par habitant est élevé. La redistribution interfère avec les incitations à produire de la richesse. Elle réduit la taille du gâteau tout entier en voulant réduire la taille des parts qui vont aux plus méritants. Cette négation du mérite et cette obsession de l'égalité avant la liberté est un marqueur du collectivisme. Alors si je vous suis bien, si je comprends bien vos propos, Pierre, finalement vous voudriez supprimer les impôts, ce qui arrangerait peut-être beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Pas forcément Thomas, car payer l'impôt est aussi une reconnaissance du rôle nécessaire de l'État dans les domaines régaliens, que sont la police, la justice ou l'armée.
Le problème aujourd'hui, c'est que l'impôt sur le revenu n'est plus payé que par une fraction toujours plus restreinte des contribuables, ceux qui travaillent et créent la richesse pour le pays, tandis qu'une autre fraction grandissante est bénéficiaire nette de l'État-providence. Il conviendrait donc de recentrer l'État sur ses missions régaliennes, ce qui permettrait de baisser la pression fiscale et normative. Il faut surtout retrouver la liberté économique qui s'appuie sur les libertés fondamentales comme la liberté d'expression, la liberté de circuler et la liberté monétaire, c'est-à-dire la liberté pour chacun d'utiliser une monnaie en adéquation avec ses valeurs. Merci Pierre pour votre analyse éclairante et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Philippe Bilger, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, et puis un autostoppeur qui était là. Et avec Revel. J'étais en panne d'essence, Cécile. Bonsoir messieurs. Et je me suis dit, tiens, il y a de la lumière, je rentre. Et, voilà, et si vous avez pris un coup de pompe. Voilà. Et j'ai pris un coup de pompe. Méfiez-vous de ne pas en prendre un deuxième. Allez, restez avec nous en tout cas, puisque vous serez avec nous jusqu'à 20h, Eric Revel, mais restez avec nous tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris ? Parce que c'est à l'Assemblée nationale que siège la commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Et qu'hier, on a pu y entendre ces propos qui me semblent purement et simplement surréalistes. On écoute ceci. En guide de conclusion à ces propos liminaires, je dirais que notre pays a besoin d'apaisement, que cette discussion a besoin d'apaisement. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas inquiète quant à un entrisme potentiel de l'idéologie islamiste ou encore terroriste au sein du mouvement des écologistes que j'ai l'honneur de présider depuis 2022. Ce qui m'inquiète en revanche, ce sont les amalgames qui blessent, les vécus que l'on nie et une menace réelle qui peut dans certains cas être instrumentalisée pour fragiliser des individus. Vous venez d'entendre Marine Tondelier affirmer devant les députés, membres de la commission d'enquête, affirmer, je cite, qu'elle n'est pas inquiète quant à un entrisme potentiel de l'idéologie islamiste ou encore terroriste au sein du mouvement des écologistes qu'elle a l'honneur de présider. On comprend mieux la frilosité de la patronne des écologistes pour dénoncer le voilement des fillettes hier devant la même commission. Fillettes pourtant voilées par ce que son amie politique Sandrine Rousseau appelle le masculinisme toxique. À moins que pour les écologistes, le masculinisme toxique se résume uniquement aux mâles blancs de plus de 50 ans qui mangent des côtes de bœuf au barbecue. Jusque-là, pas de surprise, le chanteur Médine ayant été accueilli dans l'université des écologistes en 2023, on le savait qu'il n'avait pas de cordon sanitaire avec cette idéologie. En revanche, pour la non-inquiétude de Marine Tondelier devant l'entrisme terroriste, les bras m'en tombent, sachant que le terrorisme est un acte de guerre, que le terrorisme islamiste a tué des centaines de Français depuis 30 ans et l'attentat du RERB, et que ne pas se sentir inquiète d'un entrisme terroriste au sein de son propre parti représente au mieux une inaction coupable, au pire une complicité passive. Pour ce qui est des amalgames qui blessent, victimisation comme il est de tradition dans le discours de Marine Tondelier sur ce sujet, je conclurai que si les amalgames blessent certains, les balles des terroristes tuent tout le monde. Marine Tondelier a adopté une démarche très perverse devant cette commission parce que comme elle ne peut pas nier la terrible réalité des nombreuses victimes faites par le terrorisme islamiste, elle met en cause les processus intellectuels, les analyses, les constats qui ont été faits et qui sont indiscutables sur la réalité de l'entrisme islamiste. C'est totalement, quand on écoute ça, c'est un comble d'hypocrisie ou, pour être plus méchant, de perversion. Benoît Perrin. En fait, elle utilise des techniques assez habituelles, c'est-à-dire des stratégies de diversion. C'est-à-dire que plutôt que de dire effectivement le danger est là, elle nous dit bah non, le danger il est ailleurs. Donc en l'occurrence, elle nous parle quoi ? Du terrorisme d'extrême droite ou je sais pas quoi.
Et deuxième technique, c'est évidemment disqualifier ses adversaires en disant, en gros, cette commission, elle est là parce qu'il y a des islamophobes et donc il y a en fait aucun problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc technique finalement assez habituelle de la gauche radicale et dans lesquelles je pense, en l'occurrence, les députés ne vont pas tomber parce que ils vont continuer effectivement leurs investigations. C'est absolument incroyable et je suis d'autant plus gêné. Il y a quelques semaines, vous savez, il y a une fillette qui était à l'Assemblée nationale qui était voilée. Oui. Et ça avait pas l'air de choquer beaucoup cette partie-là de l'Assemblée nationale, alors que franchement, pour un parti qui est censé défendre les femmes, je trouve que c'est vraiment d'un paradoxe patenté. Et le paradoxe, je crois, est couvert ou en tout cas expliqué par des élections municipales qui vont vite arriver. Allez, très rapidement, Éric Revel, puisque vous êtes là. Oui, je lise. Benoît parle de gauche radicale. Moi, je parle d'extrême gauche. Vous voyez, je mets les points sur les i. L'extrême gauche est extrêmement dangereuse par définition. Et puis, quand on parle de ces fillettes à l'Assemblée nationale, il faut quand même se souvenir que c'est à la demande du président du groupe Modem, Marc Fesneau, que ces deux jeunes filles ont été invitées et sont venues voilées au-dessus des strapontins des députés. Donc, si vous voulez, là, il y a un vrai sujet global, quand même, pardonnez-moi, qui ne touche pas seulement que l'extrême gauche. Et à ma connaissance, je n'ai pas entendu Marc Fesneau faire un commentaire sur cette situation qu'il a provoquée. Il l'a fait. Il l'a fait, alors je n'ai pas entendu, et je ne sais pas s'il s'est excusé, Philippe, ou si... Il a dit que il n'était pas loin d'une excuse à la mode. Il a dit que ça s'est pas passé comme ça, comme ça devait se passer. Voilà. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La question du soir, 10 ans de prison de requis pour Christophe Glaise. Est-ce une vengeance de l'Algérie? Quelles sont les réponses, Philippe? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Pour rappel, sa peine a été confirmée de 7 ans de prison en appel. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, bien entendu, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, Philippe Bilger, on a récupéré Éric Revel, parce que voilà, il habite ici maintenant. Il est passé, il a vu de la lumière, il est rentré. Ça change tout, le bonheur de le revoir. Vous voyez le lit de Patrick Roger? À côté, c'est celui d'Éric Revel. Non, je ne vois pas le lit de Patrick Roger. Si, voilà. Oui. Moi non plus. En fait, c'est un dortoir, merci. D'accord. C'est bien. Voilà, plus on est de fous. Ils veulent plus quitter la radio, c'est terrible. Allez, tout de suite, la question du soir. On en vient à ce procès en appel, d'où le verdict pourrait tomber pendant cette émission. C'est évidemment l'un des gros titres de cette journée. Le cas de Christophe Glaise doit être tranché aujourd'hui. Depuis 1 an et demi, Christophe Glaise a changé physiquement, cheveux courts, rasé de près, il a perdu une 15aine de kilos, il fait beaucoup de sport en prison. Sa voix, elle, reste la même. Je pense que ça fait partie de mes qualités de reporter, c'est que j'ai un bon contact humain. C'est-à-dire que j'arrive souvent à soit les faire rire, soit les mettre en confiance. Ce qui m'aide le plus, c'est que j'ai l'air plus bête que je ne suis vraiment. Et donc souvent, les gens se méfient assez peu de moi. Les vraies voix Sud Radio. Et donc le journaliste français Christophe Glaise voit sa peine de 7 ans de prison confirmée en appel ce mercredi pour apologie du terrorisme. Initialement, le parquet avait requis 10 ans de prison. Philippe Bilger. J'y vois une double observation de ma part. D'abord, c'est un simulacre destiné à laisser croire à une justice indépendante. Le parquet a requis en appel 10 ans et il se retrouve avec la même peine. Donc on voit bien que tout cela, ce sont des jeux judiciaires programmés à l'avant. Deuxième élément, je crois qu'en effet, la question de Sud Radio est pertinente. Je crois que de la part de l'Algérie, il y avait la volonté de ne pas laisser croire que la grâce, le terme est très maladroit, l'innocence totalement reconnue d'un Boualem Sansal n'était pas un acte de faiblesse de la part du pouvoir algérien, et donc je crois que cette sanction maintenue contre Christophe Glaise, c'est une manière de montrer qu'ils n'ont pas changé. Éric Revel, est-ce que c'est un otage? Soyons clairs. Évidemment, je vais dire, rappelons les faits. Il est parti pour un magazine qui s'appelle SoFoot faire une enquête sur le football. Il a pris des contacts, alors... C'est vrai, il est rentré avec un visa touristique. Mais ce que tout le monde fait. Ce que font tous les journalistes. Bon, parce que si vous rentrez avec un visa professionnel dans ce que j'appelle des dictatures, en général, on ne vous laisse pas rentrer. Bon.
il a interrogé des gens, dont une personne ou deux faisaient partie du mouvement autonome de Kabylie. Or, ce mouvement est considéré par les autorités algériennes comme un mouvement terroriste. Donc, on lui colle l'accusation d'apologie du terrorisme. On lui reproche d'être entré avec un visa touristique et on lui reproche aussi d'avoir été sur le point de commettre un acte. Bon, tout ça, pardonnez-moi, c'est fallacieux. Alors maintenant, il est condamné à 7 ans de prison. 7 ans de prison, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, la diplomatie va se mettre en route. Je ne connais pas les relations actuelles entre M. Tebboune et M. Macron. Mais pardonnez-moi. Qui sont visiblement assez exécrables, d'après ce que dit l'ancien ambassadeur d'Algérie. Mais pardonnez-moi, dans un pays comme le nôtre, où on a débattu pendant 3 jours d'un label sur l'expression libre des médias, voir un journaliste français en prison devrait normalement susciter une réaction véhémente. Alors pas de Monsieur Barrot, pour qui les affaires lui sont totalement étrangères, mais en tout cas que le président de la République et que la diplomatie, à laquelle je veux croire, libère notre confrère. 7 ans de prison pour avoir fait une enquête sur le football. Enfin, pardon. L'Allemagne ne pourra pas s'occuper de tout. Benoît Perrin. Non, mais justement, c'est vrai que l'Algérie continue d'humilier la France, enfin, objectivement. Et on se dit tous qu'en fait, la sortie, elle viendra d'une puissance étrangère. En tout cas, elle viendra de tout, sauf d'un représentant français. Et donc, effectivement, Philippe a raison. On est presque à attendre que l'Allemagne sonne à la porte du président Tebboune pour lui demander une nouvelle faveur, parce qu'on sait que, en fait, c'est un outil pour continuer à nous, effectivement, non seulement à nous rouler dans la farine, mais surtout continuer à nous humilier. Mais Cécile, vous avez employé le mot juste. Oui, je considère que c'est un otage. Oui, mais si c'est un otage, ça veut dire qu'il va y avoir une demande de rançon quelque part. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une libération dans les semaines qui vont venir en échange de... Alors, on n'a jamais vu, sauf pour des groupes terroristes, libérer des otages avec une rançon. En revanche, vous avez raison, c'est que, et c'est aussi sans doute vrai pour le cas de Boualem Sansal, c'est quelle contrepartie la France, via l'Allemagne, a affiché pour que Boualem Sansal s'en sorte. C'est la question qu'on peut se poser, vous avez raison. Mais emprisonner encore une fois un journaliste français, dans des geôles algériennes, alors qu'on n'arrive pas à renvoyer nos OQTF, alors qu'on n'arrive pas à... Voilà. Et puis, pardonnez-moi, le péché d'origine, pour moi, il est celui d'Emmanuel Macron. Quand il va en 2017 pour sa campagne expliquer que la colonisation est un crime contre l'humanité et que quelques années plus tard, il reconnaît, il dit que la junte militaire au pouvoir se sert de la colonisation ou de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle, vous pouvez pas être tout et son contraire à la fois. Ou vous êtes ferme ou vous passez sous les fourches codines, mais vous pouvez pas à un moment donné passer sous les fourches codines et ensuite taper du poing sur la table. Et je dirais, Cécile, que la rançon verbalement a déjà été un peu versée quand on voit les déclarations de Laurent Nunez comme ministre de l'Intérieur par rapport à celles de Bruno Retailleau. Il y a des déclarations qui flattent l'Algérie, clairement. Laurent Nunez qui pourrait avoir programmé une visite dans quelques temps en Algérie. Alors, pour revenir sur ce que dit Eric, ce qu'il dit d'ailleurs dans son excellent livre « C'est Mozart qu'on assassine », le en même temps, en politique étrangère, ça ne marche pas. En politique même, on va dire. Alors en politique intérieure, on peut arriver à l'ouvrir. Enfin, en économie non plus, enfin ça marche nulle part. Mais surtout pas en politique étrangère. Deuxièmement, moi il y a une chose qui me choque. Imaginons que Christophe Glaise soit prisonnier dans un régime militaire de droite. Tout le monde, ou d'extrême droite, tout le monde hurlerait au scandale. Et je trouve que le silence de la profession pour Christophe Glaise me semble assourdissant. Je sais pas, me semble assourdissant. Moi, je peux comprendre que, effectivement, en fait, c'est un peu une stratégie, en tout cas de sa famille, de pas trop beau, justement, publiciser son histoire en se disant, effectivement, plus on sera discret, plus on aura de chances qu'il sorte. Voilà ce que j'entends. Après, est-ce que ces journalistes n'ont pas peur d'un mot trop, voilà, et c'est-à-dire de d'énerver encore plus? Ça me paraît, c'est compliqué quand même. Mais attendez, vous avez une profession qui est corporatiste, qui est celle des journalistes. S'il y en a bien une qui est corporatiste, c'est celle-là. Mais regardez, Boualem Sansal, ça a été la même chose. Oui, mais Boualem Sansal, il y a eu des comités de soutien, il y a eu un barreau international autour de lui. Je demande pas autant pour Christophe Glaise, mais je demande au moins que la profession journalistique française se mobilise. Ils sont où les syndicats de journalistes pour défendre Christophe Glaise au nom de la liberté d'expression et de la liberté de la presse? Ils sont nulle part. Philippe a raison, David. Et Bilger aussi. Oui. Pour une fois prêt à prendre un peu de David quand il a raison.
Est-ce qu'on dit que le président Tebboune ne connaît pas grand-chose aux relations internationales non plus, qu'il ne voyage pas beaucoup, que il va se faire soigner en France, puis maintenant en Allemagne, il voyage un peu. Oui. C'est caustique, ça. Mais il n'est pas très fort aux relations internationales. Mais surtout, il est tenu par les militaires en Algérie. Mais il ne faut pas le sous-estimer, parce qu'apparemment, face à un Jean-Noël Barrot, il fait le poids. Qui ne fait pas le poids face à Jean-Noël Barrot, excusez-moi. Non mais c'est vrai, qui ne fait pas le poids par rapport à Jean-Noël Barrot? Il y en a un qui fait le poids, c'est Philippe Spanghero, puisqu'il est avec nous. Merci messieurs, allez tout de suite, l'idée qui marche. Les vraies voix Sud Radio. Et les Bleus sont fixés, le tirage au sort du Mondial 2027 vient de tomber à Sydney. Le 15 de France affrontera donc le Japon, les États-Unis, les Samoa au Mondial 2027 en Australie. Et Philippe Spanghero est avec nous, notre commentateur, l'un de nos commentateurs préférés à Sud Radio. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe. Bonsoir les amis, quelle belle tablée ce soir. Je confirme. Alors Philippe, là, il y a du lourd. Il y a tout le monde. Ah ouais, là, il y a du pilier, du talonneur et du deuxième ligne. Là. Non, c'est en poids. Philippe. Moi, je suis pour l'ouverture. Philippe, on dit bon tirage pour la France globalement. T'es d'accord avec ça ou pas? Plus ou moins, parce que sur le papier, en effet, on a une des poules les plus faciles. Fabien Galtier a dit que ça allait permettre à nos Bleus de monter en puissance. Et je suis toujours un peu sceptique avec ça, parce que la montée en puissance, il faut voir par quoi elle passe, parce que on a quand même très peu de certitude sur le niveau de certains de nos adversaires. On voit que les Samoa ont beaucoup régressé au classement World Rugby, les Japonais ne sont pas non plus dans une très bonne période, les États-Unis se sont qualifiés sur le fil, et même si a priori dans les hypothèses de match en phase finale, on prendrait potentiellement l'Écosse en 8e, je ne suis pas persuadé qu'on se prépare assez bien à des grands rendez-vous de phase finale. Mon cher Philippe, est-ce que, comme j'aime toujours avoir une question un peu aigre, est-ce que on ne peut pas considérer que Galtier, après avoir connu une période extraordinaire tout de même, où l'équipe de France enthousiasmait, est passé maintenant du mauvais côté et où il n'est plus l'inspirateur du jeu flamboyant qu'on aimait, et que l'équipe de France, malgré le retour du fantastique Dupont, devient un peu plus ordinaire. Inspirateur, pas aspirateur. C'est-à-dire qu'après cette tournée de novembre, en effet, cette confiance collective qui nous a permis de gagner le dernier tournoi, qui se dégageait de cette équipe, on l'a un peu perdue. Alors, on manque de certitude, parce qu'en effet, c'est toujours une période particulière où le sélectionneur récupère les joueurs quelques jours seulement avant le début de la compétition. On joue face à des équipes du Sud qui sont rodées, qui se connaissent par cœur. Donc forcément, c'est pas forcément comparable en termes de niveau de jeu et puis surtout d'automatisme plutôt. Donc il y a des incertitudes quand même dans cette équipe de France à ce stade. Et il y a un sujet aussi sur la communication de Fabien Galtier qui a un peu irrité pendant cette période automnale où on a senti que il avait du mal quand même à avouer qu'on était en difficulté. Il l'a avoué à la fin de la tournée, et ça il faut lui reconnaître. Il a dit que sur le bilan de cette tournée, son équipe était moins bonne que celle d'il y a 4 ans. Donc le constat est quand même net. Et maintenant, le compte à rebours a commencé. Il reste qu'une quinzaine de matchs avant cette compétition, même si c'est que dans 2 ans. Et donc, on est déjà rentré dans le money time, mais il faut quand même maintenant des certitudes individuelles et collectives. Allez, petite question. Oui, Philippe Bilger a prononcé le mot magique. Antoine Dupont. Alors, on explique, cher Spanghero Philippe, que Ntamak n'est pas aussi bon qu'il l'a été parce qu'il joue plus la charnière avec Dupont. Donc j'ai l'impression qu'on attend aussi tout de Dupont et d'Ntamak, et que c'est peut-être une erreur, parce qu'on se souvient de la dernière Coupe du Monde, je crois que la France avait eu du mal ou perdu contre l'Argentine ou la Namibie. Est-ce que le Ntamak Dupont Chéo peut nous sauver? Allez, vous avez 1 minute max. Ok. Forcément, d'abord, les automatismes de cette charnière toulousaine, ils sont importants. Oui. Le système de jeu est assez similaire en équipe de France et au Stade Toulousain. On tourne beaucoup autour du numéro 9. Ça me dérange toujours un peu de cristalliser l'attention sur Antoine Dupont, parce qu'une grande nation du rugby qui prétend être championne du monde, elle ne peut pas être aussi dépendante d'un seul homme. Et je trouve ça très dangereux. Et puis en plus de ça, ça rajoute une pression supplémentaire sur les épaules d'Antoine Dupont, qui en avait déjà énormément à la dernière Coupe du Monde. Donc c'est une partie de la réponse, mais loin d'être la réponse dans son ensemble. Il faut qu'on trouve d'autres réponses aux problématiques du 15 de France en ce moment.
Merci beaucoup Merci, Philippe Spanghero. Vous êtes consultant Sud Radio à retrouver donc le vendredi dans En avant l'écho et le dimanche au cœur de la mêlée à 18h avec ceux qu'on adore aussi, Jean-Baptiste Elissalde et François Trio. Merci. Et puis à très bientôt en tout cas. Et au 0826 300 300, c'est Chantal qui est avec nous. Le sapin de Noël Sud Radio. Et moi je dis bravo Chantal. Waouh, super, merci. Ma chère Chantal, vous avez été remarquable puisque votre SMS a été tiré au sort et vous venez de remporter un air fryer crispy de la marque Ninja. Vous allez pouvoir cuisiner sainement pour toute la famille avec sa conception en verre, cuisiner, surveiller vos cuissons en un clin d'œil tout en limitant la vaisselle grâce au récipient empilable. Et on est très heureux de vous envoyer ce joli cadeau de Noël qui m'a l'air bien mérité, chère Chantal. Oh, écoutez, merci énormément. Oh, quelle chance, je suis vraiment ravie. C'est la première fois que vous jouez ou que vous gagnez ? Oui. C'est la première fois que je joue et c'est vraiment la première fois que je gagne. Et ben voilà, c'est faux. L'ordinateur qui tire au sort. Et Chantal, comme à chaque fois, la tradition veut que vous nous fassiez le cri du bonheur. Waouh, super génial. Merci. Vous Chantal. écoutez régulièrement Sud Radio, Chantal ? Oui, tout à fait. Et de plus en plus, en fait. J'ai découvert sur radio quand je suis souvent dans les Landes. Et maintenant, même quand je suis plus dans les Landes, je l'écoute. Excusez-moi Chantal, quand on pense Landes, foie gras, etc., est-ce qu'on pourrait venir déguster des chipirons faits dans votre air fryer avec les vraies voix un de ces jours à Biscarrosse ? Qui est obsédé. Alors ça, écoutez, moi je veux bien essayer. Vous savez pourquoi elle est pas chaude ? Parce qu'elle sait tout ce que vous mangez. Je pense que ça va lui coûter une blinde. Il va falloir en acheter un deuxième pour faire la quantité de Philippe David. On l'appelle Obélix. Chantal, en tout cas, merci d'avoir joué avec nous. On était très heureux de vous avoir. Merci Benoît Perrin, merci Philippe David, Philippe Bilger, Philippe David, vous restez avec nous. On va parler d'une association, mais incroyable. Et on va garder Eric Revel parce qu'il est parrain de cette association. Bernard Stretz sera avec nous dans un instant, président bénévole de l'association Action Philippe Stretz. C'est très émouvant et c'est incroyablement inspirant. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.